Une scène se détachait nettement de toutes celles qui, d'après cette liste, auraient rendu la locomotion douloureuse. Une promenade faite en compagnie de beaucoup de gens, dans un lieu de villégiature dont nous avons parlé et qui avait été trop longue. Elle ne me raconta qu'avec hésitation les détails de cette histoire, dont certains points demeurèrent obscurs. Étant ce jour-là d'humeur particulièrement douce, elle s'était jointe, avec plaisir, à un groupe de personnes amies. La journée était belle, pas trop chaude. Sa mère devait rester à la maison. Sa sœur aînée venait de repartir. La cadette s'était sentie souffrante, mais n'avait pas voulu trouver le plaisir des autres. Le mari de cette seconde sœur, après avoir déclaré qu'il resterait avec sa femme, finit par se décider à faire la promenade pour accompagner Elisabeth, dit-il. Cette scène paraissait avoir joué un rôle important dans la première apparition des souffrances, car la jeune fille se rappelait s'être sentie très fatiguée après avoir éprouvé de violentes douleurs au retour de cette excursion, mais elle ne put dire sûrement si elle avait souffert auparavant. Je fis ressortir que dans le cas où elle aurait éprouvé de vives douleurs, elle n'aurait sans doute pas décidé de faire cette longue route. Lorsque je lui demandais ce qui, dans cette promenade, avait pu provoquer ces douleurs, elle fit une réponse peu claire, disant que le contraste entre son isolement et le bonheur conjugal de sa sœur malade, qui lui mettait sans cesse sous les yeux le comportement de son beau-frère, lui avait été douloureux. Une autre scène, très apparentée à la précédente, jouait un rôle dans les rapports des douleurs avec la posture assise. C'était peu de jours après la promenade. Sa sœur et son beau-frère étaient repartis. Elle se sentit énervée, nostalgique, se leva tôt et gravit une petite colline jusqu'à un certain endroit où ils s'étaient souvent rendus ensemble et d'où l'on avait une vue magnifique. Là, elle s'assit et songea de nouveau à sa solitude, au destin de sa famille. Cette fois, elle m'avoua sans détour avoir ressenti le désir ardent de trouver le même bonheur que sa sœur. C'est au retour de cette méditation matinale qu'elle fut saisie de violentes douleurs et, le soir même, elle prit le bain, à la suite duquel ses douleurs s'installèrent définitivement. Pour le médecin, par exemple, la confession de la patiente constitue d'abord une grande déception. Donc, parce qu'il était dans les essais de l'hypnose, je crois, au tout début. Et puis il disait dormez, puis il disait je dors pas. Oui, alors on va voir. Il est dans la méthode. Vois. Oui, j'essaie juste de voir pour le retrouver dans l'allemand. Je vois pas tous. À quelle distance c'est du début? Oui, donc c'est. Donc, ça commence à 155, ça va pas à 165, donc une dizaine de pages. Mais le fait, c'est qu'il est en train de transformer sa méthode déjà maintenant. Il est encore dans la question cathartique, mais il commence légèrement déjà. Bon, déjà, il entre dans l'association libre, parce qu'il ne fait plus d'hypnose à ce moment-là, mais il commence aussi à interpréter chaque fois plus. Oui, donc il cherche ce sens caché de la confession, pas la confession, de la causalité sexuelle, au fond. Oui, là, il commence à introduire déjà, je pense qu'avant, il avait la question du traumatisme, et peut-être ça, c'est un grand changement. Il avait l'idée de traumatisme avant, et ici, il perd un peu, il dissout la question du traumatisme dans la question des malheurs, des souffrances, et puis, il y a un changement qui est plus important dans ça, c'est qu'il passe, le cachet n'est pas forcément
le traumatisme, mais ça passe à être le refoulé. N'est-ce pas? Le refoulé, l'histoire de l'amour. Et lorsqu'il fait ce passage du traumatisme au refoulé, il y a une question qui est très importante, c'est qu'il passe du déplaisir, puisque ceux qui étaient cachés étaient de l'ordre du déplaisir, au plaisir caché. Ça veut dire le refoulé, c'est le caché. Donc, les théologiens changent radicalement de valeur. Hein. C'était le déplaisir qui était oublié, n'est-ce pas forcément, c'était refoulé mais pas oublié. Et là, c'est le plaisir qui est oublié par refoulement. Mais je voudrais quand même dire que ce n'est pas tellement le mot refoulement qui vient dans ce texte. Il y a un autre mot qui prend plus d'importance, c'est Bewusstseinsspaltung, le clivage, non pas du moi, parce qu'il n'y a pas une élaboration du moi, mais le clivage de la conscience. Mais il y a un moment que dans la traduction, il utilise refoulement. Oui, ça vient à un moment. Ouais. À la fin. Mais qu'est-ce qui suscite ce clivage? C'est cette histoire de la révélation de la mort de sa sœur, devoir penser à ce moment-là qu'elle va lui prendre son mari, ça c'est pour elle. On comprend que c'est choquant et que ça la divise vraiment. Donc là, il me semble que la question de cette division est plus importante que la question de refoulement. Mais ce moment-là, si j'ai bien compris, c'est une interprétation de Freud, ça ne vient pas des mots de la patiente. Donc on est toujours en train de se demander, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une interprétation. C'est une interprétation. Mais elle est révoltée avec cette interprétation. Elle est révoltée, mais elle ne l'acceptera jamais, cette interprétation. Et sa mère accepte, mais elle pas. Oui, mais sa mère, ça montre quand même quelque chose que nous n'accepterons plus maintenant. Il a commis une indélicatesse vis-à-vis de sa patiente. D'abord, il fait venir la mère, et puis la patiente est exclue, et puis il dit à la mère ce qui s'est dit dans les séances, et puis alors la mère le rapporte à sa fille qui est révoltée, à juste titre. Mais les indélicatesses de Freud, on va les aligner au fur et à mesure qu'on verra les prochains cas cliniques. Avec Dora, c'est pire encore. Oui, mais il a résolu le truc 2 mois après, ils étaient copains, c'est ce qu'il met dans le texte 2 mois après. Oui, au moment de la valse, Boris Jacobson dit que même... Il aimerait bien faire danser une valse avec elle, un truc comme ça. Non, il voulait la voir danser une valse. Et Boris Jacobson, il dit qu'à Vienne, même les névroses se terminent en valse. Une autre chose qui me frappe, alors, du point de vue de l'éthique thérapeutique, c'est-à-dire que à un moment donné, on voit bien qu'il se soucie pour la patiente de savoir, il voudrait bien savoir si elle a des chances d'avoir son titre. Alors que nous, on devrait s'occuper des mots, enfin de ce qui est dit dans la séance. Mais lui, il voudrait bien savoir si elle a quand même une chance d'avoir son gaillard. Mais je dirais même que Freud, il était tellement obnubilé dans ce cas par cette histoire d'amour qu'il a oublié un peu le traumatisme de la mort du père. Au début, tous les symptômes étaient liés au traumatisme de la mort du père, et puis soudain, on oublie cette histoire de la mort du père. Tout devient dans cet amour caché, et il se concentre sur ça. Et c'est de nouveau à l'épicrise qu'il va revenir un peu à la question du père aussi, il va nous rappeler que quand même ça existait. Excusez-moi, je désirais naturellement savoir aussi si la jeune fille pouvait espérer une réalisation de ses désirs. Parce que lui, il espérait quand même. Il doit imaginer un truc un peu résolutif, il doit imaginer que ça va résoudre toute la réponse. C'est un peu ce qu'il laisse entendre. C'est drôle. Que ça montre, me semble-t-il, ça montre aussi ce basculement qu'il a eu toujours, même après, avec Dora, ça sera encore pire, entre ce qu'on pourrait convenir d'appeler la réalité, c'est-à-dire le petit ami, il faut qu'il réalise, etc., et puis ce qu'il va amener bien plus tard, qui est la réalité psychique. Comme si il y a une espèce de mélange collé entre réalité et réalité psychique, d'où l'histoire de l'oignon, enfin du noyau réel, enfin du truc de réalité, c'est pas la réalité, mais la réalité telle que, etc. Et puis ces deux choses circulent de manière assez mélangée. Mais pour rebondir par rapport à ce que tu dis, cette confusion un peu de niveau, à la fin, c'est très étrange. Enfin, ce qu'on lit, où il parle
où il imagine que peut-être il y a des innervations, et que finalement le symbole, ça serait peut-être quelque chose de concret, et puis je me dis, ouh là là, c'est pas très névrosé, ça, comme pensée. Et puis cette idée un peu d'une sorte de motivation du symptôme, je trouvais ça très étrange, alors que finalement, enfin moi ça me questionnait, est-ce que finalement c'est comme s'il inversait les causalités. C'est finalement les patients viennent nous voir pour des problèmes, et puis on construit des histoires qui permettent un peu de les faire tenir, et puis et on n'est pas en train de faire une enquête sur la réalité, mais au contraire de construire une fiction qui va aider le patient. Enfin, c'est comme s'il renverse complètement les choses. C'est ce qu'il appelle le choix du symptôme, n'est-ce pas, qu'il est obnubilé aussi par ça. Ça veut dire pourquoi tel patient fait une douleur aux jambes, l'autre pas, avec la même cause, pourquoi une hystérie par une obsession. Et ça, pendant toute sa vie, il reviendra à cette question du choix du symptôme, il vous donnera des explications différentes, et dans Inhibition, symptômes et angoisse, il dit « c'est énervant cette question que je n'ai jamais pu répondre ». Il donne des réponses, il change la réponse, et à un certain moment il dit « j'ai jamais pu répondre à ça ». Oui, mais dans chaque cas concret c'est différent. Et c'est là que je dis que la question de la série complémentaire, n'est-ce pas, c'est parce que il parle qu'il y a peut-être une prédisposition organique, mais dans la réalité, ça c'est que théorique la prédisposition. Dans la réalité, il laisse de côté la prédisposition organique. Et pour la question du choix de symptômes, il essaie de trouver un choix de symptômes qui soit purement développemental, purement de l'événement, et pas, il ne prend pas en considération la question de la c'est pas si clair, c'est pas si clair ce truc organique, hein, même dans la série complémentaire. Moi je crois même que c'est... Il parle de fixation, de libido, mais est-ce que c'est vraiment organique? Enfin, il parle de plusieurs choses. Il y a même un moment c'est pas si clair que ça. Où il fait comme ça, il oppose son raisonnement au raisonnement classique. Le raisonnement classique, le symptôme serait, il y a une prédisposition organique, n'est-ce pas, et une émotion qui finalement déclenche cette prédisposition. Tandis que dans le raisonnement freudien, la première chose, il laisse de côté le côté de prédisposition, et pour lui c'est purement l'association d'une souffrance psychique avec un événement significatif, comme par exemple, dans l'autre cas, c'était l'odeur de brûlé. Donc, il y a une émotion, ça veut dire une souffrance même psychique liée au moment où elle sent le brûlé, ou dans le cas ici, c'est la douleur de la jambe. N'est-ce pas? Donc, c'est le raisonnement classique, c'est une prédisposition et une émotion qui fait se manifester la prédisposition. Et ici, il n'y a pas de prédisposition, c'est l'association entre deux événements. Et puis en même temps, c'est paradoxal, enfin en tout cas ça me paraît paradoxal, quand il dit, enfin à plusieurs endroits, par exemple dans les études sur l'hystérie, où il est en désaccord avec Janet, avec la question de, pour lui l'hystérie, c'est quelque chose de défensif, et c'est pas quelque chose d'une tare, d'une dégénérescence. Donc, oui, où est-ce qu'il se situe avec... alors, est-ce qu'il fait une combinaison entre une théorie psychologisante couplée à des choses de prédisposition somatique? Je trouve pas très très clair, hein, tout ça. Non, ça vous paraît pas... Non, je ne vois pas. Moi, j'ai vu une petite contradiction où il critique en même temps les modèles de prédisposition avec cette histoire de dégénérescence, et puis d'un autre côté, il l'introduit quand même à un autre moment. Il dit que le conflit psychique utilise ces prédispositions. Je ne vois pas en quoi c'est problématique. Non, c'est-à-dire, on entend plus la question de l'après-coup, là, me semble-t-il, c'est à la récupération à travers les émotions et les événements, etc., la récupération de quelque chose qui est là, mais de manière quasi insignifiante. C'est-à-dire, au départ, ça n'a pas très d'importance. J'aurais un corps au pied
que ça ne ferait pas pousser des cris d'orfraie, n'est-ce pas? Mais je peux très très bien utiliser ce corps au pied dans les associations pour en faire une affaire d'État, Oui. et puis me créer un corps malade. Oui, n'est-ce pas? Un corps qui devient... Ouais, moi je vois plus la question de la récupération par la névrose de quelque chose qui est là, mais de manière assez indifférente. Qui pourrait être indifférent. Qui peut être indifférent. Oui, c'est anodine, mais... Mais ce n'est pas une prédisposition Voilà. au sens qu'il y a quelque chose de là, comme une... Et dans la création du symptôme, justement, il y a quelque chose de créatif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on C'est qu'il va on créer fait quelque chose, à on peut partir même dire de de l'art, à partir de quelque chose d'anodine. de rien, en fait. quoi, à partir Ouais, d'une c'est tâche. Comment Au tout début, enfin au tout début, Oui, au début, avoir mal à la jambe, qui Ouais. ne va pas. alors la douleur, c'est pas vraiment une douleur, hein, quand il a, c'est un chatouillement Voilà. voluptueux. Oui, c'est ça. Ça laisse Voilà. déjà après le... C'est-à-dire, c'est l'interprétation qu'il fait du visage. Le visage, de la elle a dit personne. qu'elle est ravie de raconter ces trucs. Mais- Voilà, mais alors là Voilà. aussi dans l'interprétation... Ça- D'ailleurs, il c'est met pas- ça même comme diagnostic différentiel. Lorsque dans la douleur, c'est pas il y a un objectif. certain Moi, ça plaisir. m'a- Oui, et puis que la varidisation, les électrisations, Ouais. il dit bien que c'est douloureux, mais Mais que- elle, Il y a un certain plaisir. Elle jouit. C'est Il dit même, Je n'osais pas le qu'elle dire. jouit. Je n'osais pas le dire. Mais c'est ce qu'il dit, C'est vrai. Donc il y a la... mais c'est le contraire, c'est lui qui dit ça. Mais à noter que dans ce la texte, jouissance, quoi. dans ce cas par rapport aux autres, il commence à cesser de parler un peu d'hystérie, il parle beaucoup plus de névrose que d'hystérie. Et lorsqu'il parle d'hystérie, c'est presque comme synonyme de symptômes somatiques d'origine psychogène. Je l'interrogeai donc sur les circonstances et les causes de la première apparition des douleurs. Ses pensées s'attachèrent alors à ses vacances dans la ville d'Eau où elle était allée avant son voyage à Gastein. Et certaines scènes surgirent que nous avions déjà plus superficiellement traitées auparavant. Elle parla de son état d'âme à cette époque, de sa lassitude après tous les soucis que lui avait causés la maladie ophtalmique de sa mère et les soins qu'elle lui avait donnés à l'époque de l'opération. Elle parla enfin de son découragement final en pensant qu'il lui faudrait, vieille fille solitaire, renoncer à profiter de l'existence et à réaliser quelque chose dans la vie. Jusqu'alors, elle s'était trouvée assez forte pour se passer de l'aide d'un homme. Maintenant, le sentiment de sa faiblesse féminine l'avait envahie, ainsi que le besoin d'amour, et alors, suivant ses propres paroles, son être figé commença à fondre. En proie à un pareil état d'âme, le remariage de sa sœur cadette fit sur elle la plus grande impression. Elle fut témoin de tous les tendres soins dont le beau-frère entourait sa femme, de la façon dont ils se comprenaient d'un seul regard, de leur confiance mutuelle. On pouvait évidemment regretter que la deuxième grossesse succédât aussi rapidement à la première. Mais sa sœur, qui savait que c'était là la cause de sa maladie, supportait allègrement son mal, en pensant que l'être aimé en était la cause. Au moment de la promenade, qui était étroitement liée aux douleurs d'Élisabeth, le beau-frère avait tout d'abord refusé de sortir, préférant rester auprès de sa femme malade, mais un regard de celle-ci, pensant qu'Élisabeth s'en réjouirait, le décida à faire cette excursion. La jeune fille resta tout le temps en compagnie de son beau-frère. Ils parlèrent d'une foule de choses intimes, et tout ce qu'il lui dit correspondait si harmonieusement à ses propres sentiments qu'un désir l'envahit alors, celui de posséder un mari ressemblant à celui-là. Puis ce fut le matin qui suivit le départ de la sœur et du beau-frère qu'elle se rendit à ce site, promenade préférée de ceux qui venaient de partir. Là, elle s'assit sur une pierre et rêva à nouveau d'une vie heureuse, comme celle de sa sœur, et d'un homme, comme son beau-frère, qui saurait capter son cœur. En se relevant, elle ressentit une douleur qui disparut cette fois-là encore, et ce ne fut que dans l'après-midi qui suivit un bain chaud pris dans cet endroit,
que les douleurs réapparurent pour ne plus la quitter.